Bonsoir à tous. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer comment on fait la différence entre une force conservative et une force non conservative. Vous avez vu dans la nouvelle partie de cours que je vous ai envoyée, on vous donne cette définition-là. Donc une force conservative, c'est une force dont la valeur de son travail ne dépend pas du chemin suivi. Pour essayer de comprendre cette définition, on va commencer par l'exemple du poids. Donc le poids étant une force conservative. Alors, pour calculer le travail du poids d'un objet se déplaçant de A à B, on reprend la formule. Donc le travail du poids de A à B, c'est égal au vecteur force scalaire, le vecteur déplacement. Donc là, je vais passer sous une autre forme d'écriture. Donc on va parler avec les normes. Donc c'est la norme du poids multipliée par la norme déplacement multiplié par l'angle alpha entre les deux. Donc là, on voit que l'angle alpha, il est ici. Je continue à développer. Donc le poids, c'est M multiplié par G. La longueur AB, donc c'est L, multiplié par le cosinus alpha. Alors là, dans mon triangle, vous voyez, là j'ai tracé un triangle comme dans le cours. Là, on va mettre un point H ici. Et puis on va mettre donc une notation, ce petit h, le petit h qui représente la différence d'altitude entre le point A et le point B. Alors on va faire un peu de trigo dans ce triangle-là. Donc on va mettre que le cosinus alpha, donc vous vous rappelez de vos définitions, le cosinus alpha c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc cosinus alpha est égal à h divisé par L, dans ce triangle-là. Ce qui fait que je peux écrire que h est égal à cosinus alpha multiplié par L. Et on voit que cosinus alpha, je l'ai ici. Ce qui fait que je peux réécrire que mon travail du poids entre A et B, c'est égal à M fois G fois H. Et là, on voit que de cette écriture-là, eh bien, le travail du poids ne dépend pas du chemin suivi, il dépend seulement de la différence d'altitude entre le point A et le point B. Donc ça veut dire que mon travail du poids, j'aurais très bien pu faire ça, ce chemin-là, en bleu là, arriver au point B, le travail aurait été exactement le même, parce que dans ma relation, là, il n'y a aucun paramètre qui tient compte de la longueur du chemin que j'ai parcouru. Le seul paramètre qui apparaît là-dedans, c'est mon dénivelé petit h. Alors, on peut prendre un autre exemple. Par exemple, on peut imaginer que vous avez votre masse qui est au point A, donc point A, et puis qui va aller au point B. Donc, on va prendre un exemple fictif. Pour aller du point A au point B, là, on va dire qu'il y a 10 joules. Il fait ce trajet-là, 10 joules. Maintenant, nouvelle situation. Donc point A, point B, il va descendre une fois, donc 10 joules, il va remonter une fois, moins 10 joules, il va redescendre une fois, plus 10 joules, donc vous voyez que j'ai fait un aller-retour en plus, j'ai 10, moins 10, plus 10, il va me rester à la fin 10 joules. Donc on voit que le travail du poids, que j'ai fait une fois la distance ou une fois et un aller-retour, le travail du poids est exactement le même. Donc là, vous montrez que le travail du poids ne dépend pas du chemin suivi, il dépend seulement du point de départ et du point d'arrivée. C'est tout. Après, on peut aussi le montrer d'une manière un peu plus mathématique. Donc, je vais le mettre ici. Donc, on va prendre que le travail du poids entre A, B, c'est égal à, on l'a vu, donc P scalaire AB. Là, ce que je vais faire, c'est que mon vecteur AB, ici, je vais le décomposer en deux composantes, AH, HB. Donc ici, je vais avoir le travail du poids scalaire AH plus HB. Donc ça veut dire que je vais avoir le poids scalaire AH plus le poids scalaire HB. Alors AH et le poids ont la même direction, donc entre les deux j'ai un cosinus 0, d'accord? Donc cosinus 0 ça fait 1. Par contre entre
le poids ici, et puis mon vecteur HB, là j'ai un cosinus, 90 degrés. Cosinus 90 degrés, ça fait 0, donc ça, c'est égal à 0. Donc là, il va me rester M fois G fois AH fois cosinus 90, mais ça fait 1, donc il va me rester ça. Et AH, c'est bien ZA moins ZH. Donc c'est égal à M fois G multiplié par ZA moins ZH. Et comme H est la même altitude que ZB, donc je vais avoir M fois G multiplié par ZA moins ZB. Et ZA moins ZB, c'est bien ma différence d'altitude H. Donc je retrouve la même relation qu'ici. Voilà, donc là, c'est différents exemples du calcul du travail de la même force, du poids, mais abordés de façon différente pour que vous compreniez que le travail du poids ne dépend pas du chemin suivi, ça dépend seulement du point de départ et du point d'arrivée. D'accord ? Alors, pour que vous compreniez un peu mieux maintenant ce qu'est une force non conservative. Alors, je vous mets cet exemple-là. Donc, on va considérer un mobile qui se déplace d'un point x1 à un point x2. Si je fais le bilan des forces sur mon mobile, ici, je vais avoir le poids, là, je vais avoir la normale, et puis là, j'ai une force de frottement qui apparaît. On imagine que notre mobile est déjà lancé, donc je n'ai pas la force qu'il lance au début. Donc la force de frottement qui s'oppose au mouvement. Au point x2, je vais retrouver les mêmes forces. Donc j'aurai le poids, la composante normale, et puis toujours la force de frottement. Si je veux calculer le travail de la force de frottement, donc le travail de la force de frottement sur le déplacement, delta x, ça va être égal à la force de frottement scalaire, le vecteur déplacement delta x. Alors comme mon déplacement est dans ce sens-là, ma force est à l'opposé, j'ai un cosinus 180 entre les deux. Cosinus 180, ça fait moins 1. Donc là, je vais avoir moins f delta x, d'accord, je vais avoir la norme du frottement multiplié par le déplacement, et là j'ai un moins, ce qui fait que je retrouve bien un travail qui est résistant. Alors, pour que vous compreniez que le travail de la force de frottement dépend du chemin suivi, maintenant on n'imagine plus qu'on se déplace sur ce chemin-là, mais qu'on va se déplacer sur ce chemin-là. Donc là, on voit que le chemin-là est plus grand que le chemin ici. On imagine que là, on a calculé notre travail, et ici, on trouve moins 15 joules. Voilà la perte d'énergie due au travail de la force de frottement. Si j'ai un chemin qui est plus long, alors ici, je vais peut-être avoir moins 10 joules de perte dans cette partie-là, mais contrairement à ce qu'on a dit tout à l'heure avec le poids, là, l'énergie que je perdrais si on calculait le travail du poids, on la retrouverait ici. Donc ce qui fait que globalement, on aurait quelque chose qui reviendrait au même que de faire ce chemin-là pour le travail du poids. Par contre, maintenant, pour le travail de frottement, l'énergie que je vais perdre ici, les moins 10 joules, eh ben, je vais perdre aussi moins 10 joules ici. Donc, comme le chemin est plus long, je perds davantage d'énergie, puisque je vais avoir des dissipations d'énergie sous forme thermique dues au frottement du mobile sur le support sur lequel il se trouve. Donc là, on voit bien que le travail des forces de frottement est plus important pour ce chemin-là que pour ce chemin-là. Donc, les forces de frottement sont une force non conservative. Les frottements. Donc, c'est une force non conservative. Car elle dépend du chemin suivi. Donc voilà deux exemples pour essayer d'illustrer cette notion de force conservative ou non conservative. J'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous et je vous remercie. À bientôt.